J'ai en gros 3 messages à vous apporter sur la question de la négociation climatique et la COP21. Et naturellement, les messages plus précis sont dans le dernier bouquin que j'ai fait chez Odile Jacob, et même dans le précédent qui était un roman, qui est une autre façon de parler de la négociation climatique. Alors, premier point, je pense que quand on regarde un peu les éléments de contexte, on se dit, mais bon sang, on n'a jamais eu un contexte aussi favorable pour accélérer l'action internationale contre le changement climatique. Sur le front énergétique, on voit tous les jours que la donne change très rapidement. Des sources renouvelables de plus en plus nombreuses sont accessibles à des coûts qui deviennent de plus en plus compétitifs. On voit bien que ça bouge partout dans la transition énergétique et que, quelque part, ça a démarré. Je dis tout de suite quand même que, attention, si on regarde le système énergétique, on a aussi des choses beaucoup plus inquiétantes. La révolution énergétique américaine, c'est à peu près 3 fois plus de gaz naturel qu'on va pouvoir extraire potentiellement du sol grâce au progrès technologique de l'exploration et du forage. Sur les pétroles de schiste, etc., c'est pareil. Donc, je dirais, on est dans un système où on voit s'élargir énormément la palette des options sur les sources d'énergie accessibles, les fossiles et les non-fossiles, mais on voit bien que les non-fossiles ont quand même des possibilités qu'ils n'avaient pas autrefois. Si on regarde maintenant les politiques climatiques, la grande surprise, lorsqu'on parle changement, négociation climatique, on parle toujours de la Chine, on en parle toujours très mal du reste, parce que la Chine n'a jamais été l'un des pays les plus durs dans la négociation climatique, je vous dirai après lesquels c'est. On s'aperçoit que la Chine a une politique climatique depuis maintenant 5 ans, que les grands pays émergents s'y mettent aussi, et que ce n'est pas du pipeau. Au début, je me souviens, il y a quelques années, j'expliquais ça à un auditoire, les gens disaient, oui, tu es un peu illuminé. Quoi, parce que... Non, ces pays-là mettent en place des politiques climatiques assez étonnantes, beaucoup plus rapides que chez nous, pour une raison, c'est qu'on ne peut plus respirer chez eux. Donc ce n'est pas du tout pour sauver la planète sur le climat, c'est utiliser la politique climatique pour gérer des problèmes de pollution atmosphérique locaux. Et ça, c'est très important parce que ça montre que peut-être qu'il n'y a pas uniquement des raisons générales pour agir sur le changement climatique, mais il y a aussi des raisons locales qui touchent directement des citoyens qui ne peuvent plus respirer. Troisième point, j'ai souvenir de l'époque héroïque où on démarrait avec Jean-Marc sur ces questions-là. Lorsqu'on parlait de changement climatique, il fallait déjà commencer chaque fois par rappeler les fondamentaux. Et des fois, après des soirées, il y en avait toujours qui n'avaient pas compris qu'on ne parlait pas de la météo, mais qu'on parlait des changements climatiques à long terme. Je pense qu'il y a quand même eu maintenant d'énormes progrès faits en matière d'information et de connaissance du public, de la sensibilisation, et ça fait qu'il y a de la mobilisation sur ces questions-là qui n'étaient absolument pas existantes quand on négociait le protocole de Kyoto, par exemple. Et dernier point, on est aujourd'hui dans une optique où on a perdu cette vision assez dramatique qu'on avait il y a quelques années sur action contre le changement climatique. Il va falloir se répartir le fardeau de la charge. Alors ça, c'est vraiment très mobilisateur quand vous commencez à expliquer. On fait une négociation, on a un fardeau collectif et on va se répartir le fardeau. Good luck. Bon, là, aujourd'hui, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est pas du tout se répartir un fardeau, c'est à quel rythme aller vers des modes de développement nouveaux qui, évidemment, concilient le développement économique et le... Donc, vous voyez, donc, cette toile de fond, je pense, est tout à fait nouvelle. Les choses évoluent très vite et donc c'est très favorable. Alors, vous allez vous dire, mais ce mec-là est totalement hollandien. Il croit qu'effectivement, c'est bien parti à la COP21. Alors, deuxième message que je voulais vous donner, et je regrette un peu que Camille ne soit pas arrivée parce que je vais faire de la pub pour son bouquin. Elle a fait un bouquin absolument remarquable sur la négociation climatique et j'aurais bien aimé présenter ça devant elle. C'est pas grave, on en fera après. Alors, je crois que le processus de négociation climatique, et comme vous le savez tous, a démarré en 1990 avec la publication du premier rapport d'évaluation du GIEC, qui a donné lieu ensuite à 92 la Convention cadre. Je pense que ce processus de négociation climatique est véritablement dans ce que je qualifierais de façon la moins virulente possible, en mode sur place. Mais on sait que quand on est en mode sur place, ça veut dire et que les autres bougent, ça veut dire qu'on recule. Alors, pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a 4 dates clés dans ce processus de négociation. 90, je l'avais dit, premier rapport d'évaluation du GIEC. Donc c'est la connaissance scientifique qui entre dans le milieu de la décision politique.
92, on signe une convention cadre, qui est le traité de base du régime climatique international dans les Nations Unies. On crée derrière ce traité un système d'organisation internationale dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails. Lisez le bouquin d'Amy, c'est remarquablement écrit. Si vous voulez être plus rapide, vous lisez Le climat à quel prix. Et en 97, on a un espèce d'accord intéressant de rupture qui s'appelle le protocole de Kyoto. Et cet accord, il a une double vertu, c'est que, c'est la première fois qu'il y a un engagement, ce qu'on appelle legally binding, dans le monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis on rattache à cet engagement un système d'instruments économiques via la tarification carbone. Je n'en rentre pas dans les détails. En 2009, troisième date clé, 90, première part du GIEC, 92, convention cadre, 97, protocole de Kyoto, 2009. 2009, c'est pour Copenhague. Je ne rentre pas dans le détail, mais Copenhague fait exploser le dispositif antérieur, le type d'accord englobant, souvent dit top-down, ce n'est pas tout à fait rigoureux, ce n'est pas vraiment top-down, mais c'est d'accord englobant, et on rentre dans un nouveau mode, nouveau process de négociation qu'on qualifie lorsque on est universitaire, le système dit Pledge and Review. Moi, j'appelle ça, c'est le système du libre service. C'est quoi le système du libre service? C'est le système dans lequel on va dire aux États, eh bien, écoutez, maintenant, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord dans un accord englobant, chacun va faire ses propres propositions de contribution. Et donc, depuis 2009, on est dans ce système du libre service qui fonctionne, fait aggravant, sans aucun système commun de mesures et vérifications indépendants qui soient introduits par les Nations Unies. Donc chacun fait son marché. C'est comme lorsque vous allez à l'hypermarché du coin, vous regardez les rayons, ben voilà, vous êtes russe, ben tiens, là, il y a la forêt boréale, c'est une belle contribution, donc je mets la forêt boréale dans mon basket. Si vous êtes canadien, vous allez mettre des trucs qui surtout vous empêchent pas de continuer à extraire du tarsand, etc. Donc on est vraiment dans un système du libre service où chaque acteur va apporter sa propre contribution. Alors, tant qu'on est sur les États, à quoi peut conduire un système comme ça? Dans le meilleur des cas, on va décrire ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent le scénario contrefactuel, c'est-à-dire le scénario business as usual. C'est-à-dire qu'on va prolonger effectivement les émissions qui correspondent aux politiques qu'on fait déjà. Parce qu'il faudrait être complètement zinzin dans un système où 196 parties vont négocier pour donner leur contribution nationale, de prendre le risque d'aller plus loin que ce qu'on sait déjà faire, d'autant plus qu'il y aura probablement des comportements stratégiques. Et il y aura probablement beaucoup... on n'a pas besoin d'être un très grand spécialiste de la théorie des jeux pour comprendre que, évidemment, chaque contribution que vous allez déposer beaucoup moins en fonction de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'en fonction de ce que va faire votre voisin ou votre concurrent. Donc, probablement, le système de libre-service, dit Pledge and Review, aboutit spontanément à quelque chose qui est la description d'un monde dans lequel on poursuit ce qu'on fait, où il n'y a absolument aucune règle contraignante, il n'y a aucun instrument. Alors, s'ajoute à ça deux difficultés. Première difficulté, c'est que, comme on se rend bien compte que le processus, et si vous écoutez un peu attentivement ce que disent les politiques, c'est ce qu'ils commencent à vous dire. Comme on voit bien que ce processus a peu de chances que les gouvernements aboutissent spontanément à quelque chose d'ambitieux, on dit c'est pas grave. Il va y avoir la société civile, les territoires, les entreprises privées, et chacun va mettre sa contribution, et comme ça, même si les gouvernements n'y arrivent pas, ben on va y arriver grâce au volontarisme, et on va empiler en quelque sorte les engagements volontaires. Alors là, c'est dramatique, parce qu'à ma connaissance, les territoires, ils ne sont pas extranationaux, ils dépendent de gouvernements. Et puis, quand un territoire va prendre un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en général, ce n'est pas l'autorité publique qui le fait directement, c'est les entreprises ou les parties prenantes qui sont sur ce territoire. Donc ça va aboutir à quoi? Au fait que vous allez compter 3 fois les mêmes réductions d'émissions. C'est aberrant. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas un système cohérent de mesures et vérifications, de comptabilisation, ces approches volontaristes qui fonctionnent par empilement des engagements volontaires, à mon sens, risquent d'aboutir à n'importe quoi. Dernier point,
Tu comprends pourquoi je n'ai pas été invité ce matin à l'Élysée. Bon. Alors, dernier point, mais je ne le dis pas du tout dans une optique négative. Vous allez voir après, parce que le troisième point, je continue à y croire quand même. Dernier point, il y a quelque chose de fondamental dans la négociation qui bloque aussi le processus depuis 2009, c'est la promesse qui a été faite de transférer 100 milliards de dollars des pays du Nord vers les pays du Sud. Et moi, je ne vais plus aux conférences climat, je ne vais plus au COP depuis 2009. J'ai été à peu près à toutes celles entre Montréal et Copenhague. Bon, cette promesse, elle est inscrite maintenant dans le traité. Hein, et donc, chaque réunion internationale, maintenant, commence par un dialogue de sourds entre les pays en voie de développement et les pays émergents, avec certains émergents qui se collent aux pays en voie de développement par opportunisme. Et vous, les riches, Jean-Marc, les 100 milliards, où est-ce qu'on en est? Et lui, il répond, ah ben écoutez, oui, on a commencé à créer le fonds vert et on a réussi, ça a été Lima, hein, on a réussi à mobiliser 10 milliards. 10 milliards, ils sont abondés? Non, ils ne sont pas abondés, c'est des promesses. Et je lui dis, mais la promesse de Copenhague, ce n'est pas 10 milliards, c'est 100 milliards. Et ce n'est pas 10 milliards one shot, c'est 100 milliards par an. Et toc, le machin est un dialogue de sourds. Donc voilà, si vous voulez, où on en est sur le plan du process. Alors, est-ce que ce que je vous dis, c'est pour uniquement casser l'ambiance et se dire qu'il n'y a pas de voie de sortie? Non. Troisième point, je pense que, il est important que la question climatique reste traitée dans le cadre des Nations Unies. Parce que si on ne la traite pas dans le cadre des Nations Unies, on va la traiter dans d'autres cadres. Et dans ces autres cadres, il ne faudra pas s'étonner si d'abord les intérêts des pays les moins développés ne sont pas représentés. Et puis, il ne faudra pas s'étonner si on part sur des solutions, voire des mirages technologiques assez dingues, qui sont ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la géo-ingénierie revient en force. C'est quoi la géo-ingénierie? C'est imaginer des solutions sur le climat qui passent par l'application de la technologie pour modifier le système climatique qui est si bien décrit dans le premier ouvrage de Jean-Marc. Donc moi, je pense que le climat doit rester dans le cadre des Nations Unies, et je pense trois choses, je vois trois possibilités, si vous voulez, pour finalement arriver à ce que Paris soit une étape qui redynamise le processus de négociation internationale. Premier point, je pense qu'il faut réintroduire les bases économiques. Je suis un peu économiste, hein, et donc je pense qu'on ne peut pas échapper à la question de la tarification du carbone. Je pense que tel que l'économie fonctionne aujourd'hui, avec la force des marchés internationaux, ce que moi j'attends d'un accord international dynamique, ce n'est pas qu'il fixe le prix du carbone le 1er janvier 2016, hein, c'est strictement impossible. C'est qu'il pose les bases d'un élargissement rapide de la tarification internationale du carbone. Et ma conviction, c'est que tant qu'on n'aura pas une tarification internationale du carbone, on n'arrivera pas à modifier suffisamment rapidement les flux d'investissement, les comportements, pour nous mettre sur une trajectoire qui, on va dire, limite les risques d'un réchauffement à 2 degrés. Je vous donne un exemple. Parmi les poncifs qui circulent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent, regardez, la révolution du gaz naturel aux États-Unis, c'est formidable, les Américains sont en train de faire ce que les Européens ont fait dans les années 90, ils substituent massivement du charbon par du gaz et ils baissent leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui est vrai, les émissions de CO2 aux États-Unis diminuent de façon continue depuis 2007-2008 à un rythme qui est, je le signale au passage, plus rapide que le rythme européen. Si on regarde bien les choses, qu'est-ce qui se passe? Le charbon qui était dans les mines d'Appalaches ou dans les mines du Wyoming, qui ne va plus dans les centrales américaines, est-ce qu'il va rester dans la mine? Non. Compte tenu des prix internationaux, il va aller s'exporter là où c'est rentable.
et c'est ce qui se passe, on en a même acheté des quantités tout à fait significatives depuis 2011 en Europe, puisque le prix international du charbon a baissé, et on est en train de construire une voie ferrée spécifique pour exporter le charbon du Wyoming vers l'Asie, premier marché d'exportation des États-Unis. Donc, ce que vous allez gagner à l'intérieur du territoire américain, vous allez le reperdre en dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz naturel, il ne vient pas en substitut du charbon, il vient en addition. Or, si on veut avoir une véritable transition énergétique compatible avec le 2 degrés, eh bien, il faut être capable de faire une transition dans laquelle les nouvelles sources non émettrices ne viennent pas en plus, en addition, mais elles viennent en substitution. C'est ça qui est difficile à imaginer. C'est un système qui va être impérativement conduire à un déclassement des fossiles, ou du moins un déclassement des fossiles tant qu'il n'y a pas des technologies pour utiliser les fossiles en stockant énergie. Alors, deuxième point sur la tarification internationale du carbone, comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors là, il y a plein de solutions possibles. Donc nous, en tant qu'économistes, on a essayé de se bouger un peu. On a fait un appel d'économistes internationaux en faveur de la tarification internationale du carbone, avec aujourd'hui 200 signatures dans 60 pays, je crois. On a récolté quelques prix Nobel au passage, parce qu'il faut quand même un peu communiquer. Bon. Dont le français, naturellement, qui est une valeur de monopole, Jean Tirole. Bon. Nous, on dit, on est d'accord sur le principe de la tarification. Après, on n'est pas d'accord seulement sur comment y arriver. Alors moi, à la chaire, on a un peu essayé de trouver des trucs possibles à faire. Et nous, on voit deux choses qui devraient pouvoir changer la donne entre 2015, date de la signature de l'accord, parce qu'on va forcément signer un papier en décembre 2015, et 2020, date prévue dans le calendrier d'entrée en vigueur du futur accord climatique. On met en place en Chine, en Amérique du Nord et en Europe des systèmes de tarification du carbone. T'inquiète, je ne vais pas parler 15 minutes, je vais parler 10 minutes maxi. Alors, par contre, si Ami n'y arrive pas, là, vous vous débrouillerez. Bon, alors, ici, ils sont terribles parce qu'ils vous disent qu'il ne faut pas être trop long, mais en même temps, il faut quand même tenir le floor tant que le suivant n'est pas là, enfin la suivante. Alors, je reviens à ce que je disais sur les marchés du carbone. On met en place aujourd'hui des dispositifs de tarification du carbone via ces instruments en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu casse-pied. Bon. Le truc, ça marche en général, c'est pas très facile, ça marche pas très bien. On a eu beaucoup de déconvenues sur le marché européen, non pas que l'outil ne fonctionne pas, c'est parce que les politiques n'ont pas le courage, tout simplement, de faire des arbitrages qu'il faut faire. Alors, comme ils ne font pas les arbitrages, après, ça tombe dans les mains des techniciens, et on a une espèce de système de monstruosité technocratique maintenant qu'on appelle les UTS. Les gens qui sont aux manettes sur ce marché ne me contrediront pas. D'une année sur l'autre, ça se complexifie. C'est un peu comme, si vous regardez du reste les COP successives, c'est un peu un symptôme, ça, d'inefficacité. Au COP, en général, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, on crée une commission et on ajoute à l'agenda un nouveau problème. Donc, si vous regardez l'évolution des COP, depuis 2009, chaque année, on rajoute à l'agenda une nouvelle question, comme si c'était déjà vachement simple de régler celle qu'on a. Alors, moi, je pense qu'un premier truc qui changerait vraiment la donne, c'est si, à la COP de Paris, en décembre prochain, les responsables politiques des États-Unis, de la Chine et de l'Europe disaient on arrête de faire nos marchés du carbone dans notre coin et on s'engage à créer quoi? À créer un marché transcontinental du carbone à l'horizon 2020. Et on le fait, on s'engage politiquement. Il ne faut pas demander surtout à Hollande ou à Obama de comment on fait marcher un marché du carbone, surtout pas. Mais il faut qu'il y ait vraiment une dynamique parce que si vous regardez bien, ces marchés du carbone régionaux, c'est un énorme gaspillage de ressources économiques et un énorme gaspillage de ressources écologiques, parce que on tourne le dos à un principe de base qui est le principe d'unicité du prix du marché, puisque ça sert à quoi un prix du carbone? Ça sert à mettre dans nos décisions le coût des dommages climatiques. Or, le climat par construction, c'est un bien commun planétaire. Donc vous voyez bien que le coût pour la planète de votre émission de CO2 est rigoureusement le même que vous le fassiez ici à la belle, comment ça s'appelle ici, la Belle-Toise, la Belle-Villoise, ou que je le fasse à Jakarta ou dans n'importe quel point du globe. Donc il faut aller. Donc ça c'est le premier truc. Moi, cette comparaison ne tient pas parce qu'à la Belle-Villoise on ne fait pas de CO2. C'est le seul endroit de Paris où on n'en fait pas. il va nous faire croire qu'il est vertueux. Alors, bon, j'espère que c'est vrai. On est chauffé comment ici? Oui, mais d'accord. Bon.
Alors, et on n'a pas du tout mangé de... Bon, bref. Alors, on ne va pas commencer à faire les moralistes de l'environnement, il n'y a rien de pire. Deuxième point, et c'est là où je pense qu'on a les propositions les plus agaçantes aujourd'hui pour les négociateurs. Moi, je préconise que je pense que jamais on ne fera rentrer les gouvernements et les États dans un système mondial de marché de permis, de cap and trade, comme on a voulu le faire à Kyoto. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que sur le marché européen des quotas, lorsqu'une entreprise n'est pas en conformité, elle paye 100 € la tonne de CO2 qui a été émise sans permis. Lorsqu'un pays n'est pas en conformité, il négocie. C'est le cas de la Russie. Et si il n'arrive pas à négocier dans le cadre multilatéral, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Que fait le Canada? Donc on n'arrivera jamais à mettre en place un système de cap and trade entre pays. Enfin, faut être un économiste qui fait des manuels d'économie pour croire qu'on peut y arriver. Oui. Bon, donc ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? Pour les pays, c'est de passer par une incitation sous forme d'un truc qui ressemble à une taxe. Bon. Alors, bon, j'ai une certaine habitude de ces choses-là maintenant. Il faut surtout pas l'appeler taxe. Moi, je préconise un bonus-malus carbone international, avec un principe très simple que tout le monde peut comprendre. Et je crois qu'il faut revenir à des choses simples que tout le monde comprend. Parce que sinon, si vous regardez les espèces d'élucubrations qu'on est en train de construire pour faire croire qu'on va pouvoir sortir 100 milliards de dollars au titre du climat, good luck. Bon. Alors, principe simple, vous avez un niveau moyen des émissions par tête, à peu près 6,5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Un pays émet 8 versus 6, il doit un malus qui est calculé comme le malus automobile, 8 moins 6 multiplié par un certain prix. Je reviendrai après sur la question du prix. Un pays émet 4 ou 2. Eh bien, il a une créance. Lui, celui qui met au-dessus, il a une dette. Celui qui met en dessous, il a une créance. Le bonus, qui est de 2 ou 4, si il émet 2 par rapport à la moyenne 6. Est-ce qu'il a un droit à cette créance conditionné par au moins une chose? Rentrer dans le système commun de mesures et vérifications sous l'égide des Nations Unies. Très important. Aujourd'hui, on dit, oui, au moins l'un des outcomes de la COP, ça pourrait être que tous les pays soient d'accord pour rentrer dans un système commun de mesures et vérifications, sans incitation économique. Il ne faut jamais avoir le moindre contact avec des responsables politiques indiens ou d'Amérique latine pour voir qu'il n'y a aucune chance pour qu'ils rentrent dans un système commun de mesures et vérifications sous l'égide des Nations Unies s'ils n'ont pas une incitation économique. Donc moi je mets une incitation économique pour y arriver. Hein. C'est le bonus. Et je pense qu'en couplant ce bonus-malus, si on met 1 $ la tonne de CO2, ça vous fait 14 milliards. Si vous mettez 7, vous avez 100 milliards. Vous avez en même temps un énorme moyen de financement nord-sud, non, pas exactement. Financement des pays qui émettent au-dessus de la moyenne mondiale vers les pays qui émettent en dessous de la moyenne mondiale. Vous voyez tout de suite que la difficulté de ce mécanisme, et tout le monde me le dit, c'est comment est-ce que tu vas arriver à trouver un consentement à payer pour ceux qui sont à 18, 20, ou aujourd'hui les Chinois, ils sont un petit peu au-dessus de 6. Alors, je pense que là, il faut quand même être sérieux. Je pense qu'il ne faut surtout pas vouloir, c'est comme quand on met en place une taxe carbone. Moi, quand j'ai conseillé au gouvernement qu'il l'a fait, en plus, il l'a fait, il ne l'a pas dit. Mais bon, avant, il disait qu'il le faisait, il ne le faisait pas. Maintenant, ils le font sans dire. C'est peut-être pas si mal, finalement. Bon. Quand j'ai conseillé au gouvernement de mettre en place une taxe carbone à 7 €, j'ai été considéré par mes collègues d'économistes de l'environnement comme un traître. Parce que la valeur sociale du carbone, ce n'est pas 7, c'est 32. Enfin, c'était même, si on actualise, c'est 40. Bon. Je peux vous garantir qu'on n'aurait jamais rentré le truc au-dessus de 7. Hein. Bon. Donc après, il faut avoir un peu de tactique. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers ce système de bonus-malus, même si on rentre avec 1 ou 2 $. Parce qu'une fois qu'on a le dispositif, après, on peut monter. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est ça qu'il faut discuter. Et si on dit, alors, vous êtes un économiste rêveur. Ben moi, je dis non. Ceux qui rêvent, c'est qui? C'est les gens qui prétendent qu'on peut atteindre un accord climatique ambitieux sans que personne ne paye, ne serait-ce que 1 ou 2 $ pour la tonne de CO2 émise au-dessus de la moyenne mondiale. Moi, je pense que c'est ça la vérité. C'est que le rêve et le marchand de rêve, ce n'est pas celui qui dit qu'il faut faire un accord climatique où les gros émetteurs acceptent de payer, c'est celui qui dit on peut faire un accord climatique ambitieux entre gouvernements sans que les gros émetteurs ne payent. Donc voilà, si vous voulez,
fondamentalement ma position. Je reconnais que je me sens un peu solitaire, mais je pense que si on n'introduit pas dans la dernière ligne droite de négociation cette discussion sur les enjeux économiques et financiers, avec des choses très concrètes, on aura une pile, on aura un accord qui sera un empilement d'engagements volontaires absolument pas articulés, absolument pas crédibles, qui, à mes yeux, ne changera pas l'efficacité des actions et de la coordination qu'on attend des politiques climatiques dans le monde pour faire face au réchauffement. Voilà. Merci de votre attention.